troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de François Gomis, docteur en sciences politiques, de Sidi Kaba, journaliste, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Et tout de suite, dans l'actualité économique, 14, c'est le nombre d'accords de partenariat signés entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. À l'occasion de la visite du roi Mohamed VI, les deux États ont renforcé leurs relations, notamment avec leurs deux secteurs privés. L'armée, les transports et les nouvelles technologies sont les secteurs les plus présents dans ces accords qui portent tant sur les prêts que sur une assistance technique. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers un renforcement des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. À la faveur de la visite du roi Mohamed VI, 14 accords de partenariat ont été signés entre les deux pays. Un financement marocain permettra la réalisation de logements au profit des militaires ivoiriens. Le Maroc s'est engagé à souscrire à l'émission d'obligations du Trésor ivoirien. La contribution marocaine s'étend au financement des initiatives pour l'autonomisation des femmes avec une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Une convention de financement avec le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc en faveur des femmes entrepreneurs. Donc, ce qui permet la promotion du genre, ce qui permet en fait aux femmes entrepreneurs de bénéficier en fait d'une ligne de financement de 5 milliards de francs CFA, d'accord. La coopération ivoiro-marocaine couvre également le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une entreprise marocaine apportera son expertise dans le développement et la sécurisation des systèmes d'information pour le gouvernement et le secteur bancaire. L'intérêt, c'est de permettre une digitalisation plus avancée de l'administration dans la sous-région, mais aussi pour permettre à supporter toutes les réformes qui sont aujourd'hui dans le sens de la gouvernance responsable. Et ces systèmes qu'on met en place permettent d'avoir la partie budget, la partie programmation, budget, dépenses, la gestion des appels d'offres et des marchés, mais aussi la maîtrise du patrimoine immobilier de l'État, de sorte à pouvoir mieux l'optimiser. Au plan industriel, une usine pharmaceutique sera construite en Côte d'Ivoire, de même qu'une plateforme logistique au port d'Abidjan. En 2016, les accords économiques signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc représentaient 420 milliards de francs CFA. Les secteurs privés ivoiriens et marocains ont créé un groupe d'impulsion économique pour développer leurs échanges. Jean-Marie, la Côte d'Ivoire est devenue la première destination des investissements extérieurs du Maroc. Comment expliquer que la Côte d'Ivoire soit devenue comme ça l'un des principaux partenaires du Maroc? Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez le président Ouattara en Côte d'Ivoire qui a mis en place, si vous voulez, une stratégie économique qui, de mon point de vue, est une stratégie économique qui est efficace. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on cible les domaines qui sont porteurs dans l'économie. Et quand vous avez un partenaire comme le Maroc aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Technologiquement, le Maroc avance énormément. Vous avez, si vous voulez, des choses comme le métro qui se construisent au Maroc. Vous avez, si vous voulez, des grandes boîtes comme Airbus qui vont, si vous voulez, faire de la sous-traitance au Maroc en tant que tel. Donc à partir de là, le Maroc a déjà acquis, même depuis quelques années, ils ont acquis une certaine expertise. Maintenant, la Côte d'Ivoire, avec la stratégie économique qui a été mise en place par la Côte d'Ivoire, qui est une stratégie économique à succès, il est plus intéressant pour le Maroc. Parce que nous savons très très bien que ça fait depuis pratiquement 1 décennie à 2 décennies que le Maroc est dans la diplomatie économique. Et je salue ça tout simplement. Pourquoi? Parce que depuis des années, on nous parlait de la coopération sud-sud. Et là, nous nous retrouvons avec une efficacité de la coopération sud-sud qui est telle que ça devient une coopération interafricaine ou intra-africaine si on veut. Donc à partir de là, on se retrouve face à un mouvement qu'on vient d'accompagner, c'est-à-dire que les États africains, en fonction des potentialités et des forces de chacune des économies, que ces coopérations-là s'accentuent. Sur ce plateau, nous déplorons toujours, si vous voulez, quand on parle des zones économiques, c'est-à-dire la non-coopération qu'on a entre les États qui appartiennent à la même zone économique, à l'exception, nous louons toujours ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, pour déplorer ce qui se passe, par exemple, en Afrique centrale. Donc ces coopérations-là sont essentielles, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans le vocabulaire économique, on nous a toujours parlé de la coopération sud-sud. Et dans cette coopération-là, on prenait tout le sud, ça veut dire tout le tiers-monde en tant que tel. Le fait que l'Afrique puisse, si vous voulez, maintenant se lancer là-dedans, c'est une dynamique qu'il faut suivre. Sidi Kaba, ce type de coopération intra-africaine, elle est plus favorable aux pays concernés qu'avec d'autres pays extérieurs au continent? Il est sans doute moins déséquilibré. Aujourd'hui, nous en sommes à un niveau d'échanges commerciaux intra-africains qui tourne au maximum à 15%.
Donc des initiatives de cette nature vont booster le commerce intra-africain et vont faire en sorte que la richesse du continent reste sur le continent et que le transfert de technologies puisse se faire. Ces accords qui viennent d'être signés élargissent le niveau de coopération. Il y avait déjà de la coopération sur le plan des services, les banques, les assurances, etc. Donc cette coopération dans le numérique est une valeur ajoutée, de mon point de vue, à la dynamique de coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Puisque la Côte d'Ivoire a des niches aujourd'hui de progression, elle est à un taux de croissance autour de 9, certains 10%, et elle est appelée à se développer. En plus de cela, le fait que le Maroc soit présent en Côte d'Ivoire permet d'essaimer dans toute l'Afrique de l'Ouest, puisque la Côte d'Ivoire, c'est quand même la locomotive de cette partie de l'Afrique. À elle seule, elle représente 40% du PIB de l'UEMOA, de la zone économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est important que cette coopération se développe. Mais de mon point de vue, et c'est le seul bémol que je veux mettre, il faut faire en sorte que la coopération soit équilibrée, qu'elle soit du 50-50, plutôt qu'aujourd'hui où on est à un niveau où elle est un peu déséquilibré en faveur du Maroc. Mais il appartient aux Ivoiriens de s'organiser pour tirer le meilleur bénéfice de leur coopération avec le Maroc. Merci. Dans l'actualité également, 60% des terres non cultivées du monde se trouvent en Afrique. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le continent est en passe de devenir stratégique pour l'industrie agroalimentaire mondiale, même si le phénomène de vente des terres suscite des inquiétudes. Grazia Tchakounté. L'Afrique a-t-elle réellement pris conscience de son potentiel agricole? La réponse est non, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, puisqu'à ce jour, le continent abrite 60% des terres non cultivées au monde, de quoi concentrer les attentions d'une industrie agroalimentaire à l'appétit sans cesse croissant. Au niveau mondial, la demande de produits agricoles est censée doubler lorsque la population mondiale atteindra 9,1 milliards en 2050. L'Afrique est ainsi en passe de devenir un continent stratégique pour l'industrie agroalimentaire mondiale, avec près de 60% des terres non cultivées au monde. Encore faut-il trouver la bonne stratégie. Selon certains observateurs, l'accent doit être mis sur l'adoption de meilleures variétés de semences, la rationalisation des chaînes de valeur, mais aussi et surtout la mécanisation gage de compétitivité, le tout avec le concours du secteur privé. Mettre en place un système d'accompagnement des différents opérateurs qui ont une capacité d'investissement mais qui ne sont pas forcément des industriels à la base, leur mettre à la disposition un ensemble d'outils pour leur permettre de conduire leurs actions d'investissement. Des politiques d'incitation à l'investissement et le développement des infrastructures d'énergie et des transports doivent par ailleurs être inscrites à l'agenda des gouvernements africains pour véritablement rendre effective la révolution verte et pourquoi pas atteindre l'objectif fin zéro. François Gomis, après vous, pourquoi est-ce que l'Afrique n'a pas encore pris conscience de la mesure de son potentiel agricole? À mon humble avis, c'est un problème. Pour bien l'analyser, il faut remonter, au début des années 60, à l'accession aux indépendances. Parce que si vous remarquez, avant cette période, il n'y avait pas de problème de nourriture en Afrique, donc l'agriculture se passait plus ou moins bien. Mais ce qui va se passer, c'est que ça rejoint d'ailleurs ce que je dis toujours par rapport aux catégorisations économiques classiques qu'on fait de l'Afrique. Parce que souvent, on nous présente l'Afrique comme avec les catégorisations classiques entre le secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Moi, j'opterais plus pour une catégorisation qui subdivise, disons, les sociétés africaines en catégories traditionnelles, secteur traditionnel du moins, secteur informel et secteur moderne. Mais d'où vient ce dysfonctionnement et, disons, le fait qu'on ne peut pas tirer vraiment partie du potentiel du continent, c'est que l'essentiel de tous les investissements, aussi bien l'aide au développement, les emprunts contractés et tout, ont tous été dirigés vers le secteur moderne qui concentre, disons, peut-être, voilà, en étant très généreux, peut-être 15% de la population. Donc l'essentiel de la population africaine se trouve dans des secteurs où ils ne bénéficient pas de suffisamment d'investissement. Donc c'est ce qui explique que des années 60 à aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui à importer
pour près de 50 milliards de nourriture, alors qu'on dispose de 60% des terres arables. Donc ce dysfonctionnement doit être, à mon humble avis, le plus rapidement corrigé, parce que vu l'explosion démographique en Afrique, qui pour moi est une source de puissance future, donc il faut que nos chefs d'État prennent à bras le corps ce problème, investissent vraiment dans l'agriculture et qu'on puisse résorber le problème de la faim ou voire de la précarité tout simplement. Seydi Kaba, c'est 60% de terres non cultivées. Du coup, elles sont aussi convoitées par l'extérieur, par des firmes multinationales. Quel est le danger ? Le danger, c'est que ces firmes viennent acheter les terres agricoles. Ce sont des bails amphithéotiques de 90 ans qui sont signés par certains pays, qui ont déjà été signés par certains pays. Et aujourd'hui encore, il y a cette convoitise des terres africaines. Mais ces acquéreurs de terres africaines viennent avec leur plan, avec leur arrière-pensée. Ils viennent souvent pour produire du biocarburant, pour produire des aliments qui ne sont pas forcément destinés à la consommation africaine. C'est pour cette raison que je pense que ce serait une erreur de brader ces terres-là. Il faut que les Africains s'organisent eux-mêmes pour mettre en valeur ces terres-là, pour repenser l'agriculture africaine, pour que l'agriculture soit perçue comme un business, faire de l'agri-business. Et de ce point de vue, il est heureux que, par exemple, la nouvelle direction de la Banque africaine de développement ait décidé d'investir 24 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Il faut mécaniser l'agriculture africaine. On ne peut plus faire l'agriculture avec la houe et la daba. Il faut qu'on en vienne à l'agriculture avec les tracteurs, avec les moissonneuses-batteuses. Donc il faut repenser l'agriculture. Il faut inciter aussi les jeunes Africains à devenir des agriculteurs. Il faut avoir des toutes petites entreprises agricoles, des petites entreprises agricoles et avoir même des grandes entreprises agricoles à l'échelle du continent. Nous avons la possibilité, les terres existent, maintenant il faut trouver le financement et il faut une vision politique d'ensemble. En tout cas, je pense que pour prendre un exemple, les pays du Sahel ne doivent plus continuer à importer du riz pour manger le tchèp au Sénégal ou au Niger ou au Mali. Il faut que nous-mêmes nous produisions le riz que nous consommons. Nous en avons la terre, nous avons même souvent de l'eau que nous pouvons mobiliser à travers des petits barrages où nous n'avons aucune excuse de ne pas pouvoir nous nourrir nous-mêmes. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le Gabon va emprunter 108 milliards de francs CFA pour développer le numérique et le transgabonais. Le Conseil des ministres a approuvé le 27 février à Libreville 3 projets d'ordonnance autorisant l'État à contracter des emprunts auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et aussi auprès de l'Agence française de développement. Jean-Marie, la réhabilitation du transgabonais, c'est devenu indispensable pour l'économie gabonaise ? C'est indispensable pour l'économie gabonaise, tout simplement pourquoi ? Parce que quand on parle de l'aménagement du territoire dépend des infrastructures que vous mettez à la disposition de l'économie pour pouvoir booster votre économie. Donc, vous avez une économie comme l'économie gabonaise qui est essentiellement tournée vers l'exportation. Il faut à l'intérieur que vous fassiez circuler, c'est-à-dire tout ce qui est le bois qui circule, c'est-à-dire tout ce qui est matières premières qui sont exploitées, pour optimiser et pour donner les moyens de développement rapide à l'économie gabonaise. Donc, ces infrastructures-là sont des infrastructures essentielles chez nous. Quelque chose comme le chemin de fer, comme nos routes aujourd'hui jusqu'à ce jour, vous avez très très peu d'États africains, surtout en Afrique subsaharienne, où vous avez vraiment des routes dignes de ce nom-là qui puissent connecter les différentes localités entre elles. Donc, d'où la nécessité pour le commerce international, c'est-à-dire de pouvoir rénover, si vous voulez, ce transgabonais-là, qui est essentiel pour l'économie gabonaise. Et je reviendrai sur une chose dont mes collègues ont parlé là tout à l'heure. Je vais revenir sur l'agriculture. L'agriculture, c'est-à-dire, nos chefs d'État ont oublié, c'est-à-dire que, moi je suis économiste, à chaque fois, on nous a parlé, sur ce plateau, j'ai dit toujours que pour qu'une économie puisse se développer dans ce monde, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de votre agriculture. J'ai dit souvent aux gens, allez-y voir les étapes de la croissance de Rostow. Rostow, on peut dire à la limite, vous avez certains points là-dessus qui sont contestables dans notre environnement, des économistes, des experts, mais c'est-à-dire le nœud gordien, la mamelle de développement de toute économie, c'est quoi? C'est l'agriculture en tant que telle. Mais malheureusement, les dirigeants africains ont oublié ça. C'est que à partir du moment où nous dépendons de l'extérieur alimentairement, ça constitue un danger pour l'Afrique en tant que telle. Et il y a autre chose que je voudrais souligner là-dessus, c'est qu'il nous a parlé des baux amphithéotiques, notre invité là tout à l'heure. Ces baux-là font quoi? Ces baux-là font en sorte que les Africains ne peuvent pas occuper les terres qu'ils doivent occuper, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est en train de les donner aux firmes multinationales qui viennent exploiter, alors qu'on exproprie, si vous voulez, nos populations au bénéfice de l'extérieur. Donc ça, il faudrait corriger ces choses-là à l'avenir.
Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacré au transfert d'argent. François Gomis, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Seydi Kaba, merci également. Ça a été un énorme plaisir et je vais retourner en Afrique avoir mon chat. Et Jean-Marie, merci d'avoir été là. Bonsoir Fanny et bonsoir à tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.